5 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, le gouvernement multiplie les déclarations pour rassurer la population. Mais la défiance semble prendre le pas et la vérité se fait toujours attendre. En difficulté sur le plan national, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'engage vers de nouvelles négociations sur le Brexit avec Bruxelles. Un nouveau rendez-vous crucial à moins d'un mois de la date butoir. Licenciement en pagaille dans le domaine de la banque, alors que la conjoncture se tend et qu'une nouvelle crise financière est annoncée par de nombreux observateurs. Le secteur banquier enchaîne les plans de licenciement, une tendance qui pourrait avoir des répercussions sur toute l'économie. Madame, Monsieur, bonsoir. Après l'opacité des flammes, la stratégie de la transparence gouvernementale. 5 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, le gouvernement déploie toutes ses forces pour rassurer la population. Des versions à l'encontre des inquiétudes et du scepticisme exprimés par les habitants qui réclament la vérité. Thibaut Bastide. La vérité viendra-t-elle éclairer l'incendie de l'usine Lubrizol? Près d'une semaine après la catastrophe qui a ravagé l'entrepôt classé Seveso seuil haut, les éventuelles répercussions sanitaires ne sont toujours pas connues. Si l'incendie a un temps été éclipsé par le décès de l'ancien président Jacques Chirac, les inquiétudes, elles, hantent les riverains et s'accumulent de jour en jour. Face à cela, les autorités sanitaires territoriales et le gouvernement jouent la carte de l'apaisement et tentent par tous les moyens de rassurer la population. Ainsi, depuis 5 jours, Rouen a été le théâtre d'un véritable défilé ministériel. Christophe Castaner, Elisabeth Borne, Agnès Buzyn, Didier Guillaume, avec en conclusion le déplacement du Premier ministre Édouard Philippe lundi soir. Voilà le message que je suis venu donner. Un message, encore une fois, de très grand respect et de très grands remerciements aux sapeurs-pompiers. Un message de très grande mobilisation des services de l'État et du gouvernement. Un message de compréhension des inquiétudes qui sont formulées par l'ensemble des habitants de la métropole rouennaise. Et la volonté ferme, extrêmement ferme, de dire tout ce que nous savons, dès que nous le savons, s'agissant des conséquences de cet incendie, et de prendre l'ensemble des mesures qui permettent d'accompagner nos concitoyens face à cet incendie industriel. Je suis parfaitement conscient de cette inquiétude et encore une fois, ce que je veux dire, c'est que l'ensemble des analyses qui sont à notre disposition, nous permet de dire que la qualité de l'air à Rouen n'est pas en cause, que les odeurs que nous sentons et que nous sentons aujourd'hui au moment où je vous parle et que l'on sent ailleurs dans la métropole rouennaise et parfois au-delà, sont effectivement très dérangeantes, très pénibles à supporter, qu'elles peuvent entraîner en effet un certain nombre de réactions, mais qu'elles ne sont pas nocives. C'est ce que me disent les scientifiques, c'est ce que me disent les techniciens, et j'ai tendance à écouter ce que me disent les scientifiques et les techniciens lorsqu'il s'agit et de sécurité et de gestion des risques. Un discours rassurant mais qui ne parvient pas à rassurer les Rouennais. En effet, pris en étau entre la parole gouvernementale et des témoignages inquiétants sur les réseaux sociaux, notamment avec la diffusion de vidéos, vérifiées ou non, des retombées de suie et d'eau du robinet noir. Les interrogations se multiplient. C'est ainsi que près de 500 habitants se sont rassemblés lundi soir devant la salle du conseil métropolitain de Rouen, où Pierre-André Durand, préfet de la Seine-Maritime, était auditionné par les élus pour exposer la situation. Des manifestants venus réclamer des réponses et la vérité, car pour eux, les discours rassurants tenus par les autorités publiques depuis 5 jours ne passent pas. Ils disent que c'est pas toxique, mais on n'y croit pas trop. Franchement, d'ailleurs, de pourquoi le ministre est venu. Il faut dire, ouais, ça craint pas, on est sur place, mais non, bien sûr, ça nous inquiète. Et même les jeunes, tout le monde vous le dira en fait. Et c'est pas pour rien qu'ils ont fermé les écoles, qu'ils ont fermé les routes. S'il n'y avait pas de risque, je pense pas qu'ils fermeraient tous les commerces ou ils fermeraient les écoles. Donc il y a des questions à poser pour ça. Des questions et bien peu de réponses. En effet, malgré les belles paroles gouvernementales, la liste des substances chimiques parties en fumée n'a toujours pas été rendue publique. Lundi après-midi, ni l'Agence régionale de santé Normandie, ni la structure chargée de la surveillance de l'air n'en connaissaient la teneur. La seule certitude, la toiture du bâtiment contenait de l'amiante. En revanche, l'épais nuage noir, les odeurs nauséabondes, les retombées de suie et l'interdiction de récolte et de commercialisation du lait
à des centaines d'agriculteurs témoigne bien du malaise ambiant, même si le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a promis une indemnisation financière. Une méfiance des habitants qui constitue une belle fenêtre de tir pour l'opposition. Dans les rangs des parlementaires, des députés de gauche ont réclamé une commission d'enquête. Une requête entendue puisque le ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, devrait être auditionnée mercredi par la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale. De quoi occuper le gouvernement avec d'autres particules fines que celles émises par les voitures. Nouveau temps fort pour Boris Johnson. Le Premier ministre britannique doit proposer dans les prochains jours un nouvel accord de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne aux instances bruxelloises. Un texte qui devra apporter une solution au problème de la frontière irlandaise. Boris Johnson a un plan. Après un enchaînement de bâtons dans les roues de la part de son Parlement, le Premier ministre britannique a annoncé avoir concocté un nouveau texte à présenter aux instances européennes pour réussir une sortie concertée. À 30 jours de la date prévue pour l'effectivité du Brexit, il faut avouer que le temps presse si l'objectif est d'éviter le scénario du no deal, dont les conséquences incertaines sont fréquemment montées en épingle dans les médias. Le Monde, toujours friand de prévisions apocalyptiques, titrait d'ailleurs, après avoir constaté que l'hémorragie de la City n'avait pas eu lieu, l'exode n'a pas encore eu lieu. L'annonce de Bojo sur une éventuelle sortie de crise arrive toutefois à point nommé. En effet, le congrès du Parti conservateur débuté dimanche est à l'image du mouvement tiraillé. Dans les rangs, les pro et anti-Brexit s'affrontent à l'image des pro-Brexit qui exigent un accord et ceux qui plaident pour un no deal. Principale inquiétude dans les esprits, l'avenir de la frontière irlandaise. En effet, le rétablissement de douanes physiques pourrait contribuer à ranimer des velléités communautaires en Irlande du Nord. Selon toute vraisemblance, Boris Johnson pourrait proposer un compromis, à savoir des contrôles à plusieurs kilomètres de la frontière, une éventualité qui n'est visiblement pas du goût de Mary-Lou McDonald, la patronne du Sinn Féin, favorable à la réunification irlandaise. Pour elle, c'est une solution semblable au rétablissement d'une frontière dure entre les deux territoires qui saboterait le processus de paix en Irlande du Nord. Ces critiques ne sont donc pas tombées dans l'oreille d'un sourd puisque Boris Johnson a immédiatement corrigé le tir en expliquant que ce qui avait filtré dans la presse n'était pas exact. L'occasion de préciser qu'il envisageait une organisation avec un territoire unique pour l'agriculture et les industries agroalimentaires et sanitaires. De même, sur les règles de ce domaine, il a expliqué que les décisions continueraient à être prises à Bruxelles sans que le Royaume-Uni n'intervienne. Une déclaration qui pourrait d'ailleurs crisper les plus favorables au hard Brexit. L'annonce d'une nouvelle proposition d'accord constitue toutefois une véritable détente pour l'atmosphère dans laquelle semblait s'étouffer le Brexit. Pour autant, les revers infligés à Boris Johnson par le Parlement britannique l'ont affaibli vis-à-vis de Bruxelles et le Premier ministre va devoir la jouer fine. À plus forte raison que les députés ont voté un texte pour le contraindre à négocier un nouveau report du Brexit si aucun accord n'est conclu d'ici le 19 octobre, un cas de figure que Boris Johnson veut éviter à tout prix. Conjoncture difficile et tendance lourde, les banques dégraissent en matière d'emploi. Des dizaines de milliers d'emplois disparaissent ainsi en Europe, participant du cercle vicieux que connaît l'économie du vieux continent. Olivier Frère-Jacques. Environnement économique incertain, taux très bas et tendance générale à la dématérialisation du secteur, les banques n'en finissent plus de dégraisser. Depuis le début de l'exercice 2019, le secteur aurait perdu quelques 44 000 emplois. Côté conjoncturel, le conflit opposant Pékin à Washington pèserait dans la balance, tout comme les taux très bas et parfois même négatifs pratiqués par la Banque centrale européenne. À titre d'exemple, en avril, la Société Générale annonçait la suppression de 1600 postes. Il faudra finalement en compter 530 de plus. Plus globalement, une suppression de 3450 postes est prévue par cette entreprise entre 2016 et 2020. Des pertes d'emplois qui ne se limitent cependant pas à la France. La Commerzbank, deuxième banque allemande, aura supprimé 4000 postes, tout en affirmant en créer 2000, des exemples que l'on pourrait citer à l'appel et qui représentent souvent plus des suppressions de postes que des mises au chômage pour licenciement, mais qui vont amputer sérieusement l'un des plus gros employeurs de France et d'Europe, le secteur bancaire. Pour la France, le secteur compte à lui seul plus de 300 000 emplois et il continue d'ailleurs d'embaucher massivement tous les ans. Mais dans certains domaines seulement, quand d'autres sont délaissés, comme le travail d'agence qui a pris de plein fouet le choc de dématérialisation qui a touché le secteur.
La tendance à la baisse généralisée est, elle, une tendance lourde et ne s'interrompt pas depuis 2011. Et les conséquences pourraient s'avérer dévastatrices pour l'économie nationale. En effet, outre les plus de 300 000 travailleurs du secteur bancaire, il convient d'ajouter les plus de 200 000 dans le domaine de l'assurance, qui sont très souvent dans les mêmes groupes. On atteint ainsi facilement la barre du demi-million de travailleurs, une masse d'emploi qui est de surcroît caractérisée par des niveaux de rémunération en moyenne très corrects et de nombreux avantages financiers, mais aussi juridiques, comme le recours au CDI dans l'embauche, qui participe largement de cercles vertueux dans l'économie française. En s'affaiblissant, ou tout au moins en dégraissant ses effectifs, le secteur bancaire participe largement du déclin économique. Et les perspectives à venir sont moroses. La tendance à la dématérialisation devrait d'ailleurs intensifier le mouvement, et si la suppression de la monnaie fiduciaire, que les plus inquiets annoncent un peu exagérément depuis 3 décennies, n'est pas pour demain, les conséquences de la révolution numérique devraient continuer de faire des dégâts. Souvent traités un peu facilement comme un bouc émissaire pour expier les difficultés économiques du pays et de l'économie en général, les banques devraient largement poursuivre leur dégraissage dans les années à venir. Et à présent, on passe à l'actualité en bref et c'est avec Floriane Jeannin. Le discours de Zemmour à la convention de la droite choque. Éric Zemmour a en effet tenu des propos polémiques, affirmant notamment que tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam et parlant des immigrés comme des colonisateurs. Un discours retransmis en direct sur LCI qui a suscité de nombreuses critiques de la part des journalistes et des téléspectateurs arguant qu'il était scandaleux de le présenter de la sorte, sans contradiction ou analyse plateau. Après la vive polémique, ça y est, une enquête pour injure publique et provocation à la discrimination vient d'être confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. SOS Racisme souhaite également déposer plainte. Le SAMU à nouveau mis en cause pour non-assistance à personne en danger. Le parquet de Mulhouse a ouvert une enquête judiciaire contre le groupement hospitalier de la ville alsacienne après le décès d'une femme de 60 ans alors qu'elle avait appelé le service d'urgence. L'opérateur chargé de son appel avait conseillé à la patiente d'attendre allongée que ses médicaments fassent effet, puis d'éventuellement rappeler le SAMU. Mais aucune assistance réelle ne lui a été envoyée. C'est son voisin qui a découvert le corps 10 jours après l'appel. Les sœurs de la victime ont porté plainte. C'est la 2e fois que les services du SAMU sont mis en cause après le décès de Naomi Moussanga en 2017 à Strasbourg. Se faire livrer sa drogue à la maison, c'est possible avec Uber Sheet. Un dealer anonyme propose le même service qu'Uber Eats, mais pour de la drogue. Ainsi, selon sa vidéo, il est possible de se faire livrer sa substance illégale dans tout Lyon en moins d'1 heure. Ce voyou fin communicant partage même sur Snapchat des vidéos de l'emballage fait maison de la drogue dans des petits sachets. Pas sûr toutefois que ce modèle publicitaire lui permette de maintenir son petit service de livraison sans avoir de soucis avec l'appareil judiciaire. Testostérone contrôlée dans l'athlétisme féminin. Alors que se déroulent actuellement les mondiaux d'athlétisme à Doha, au Qatar, la Fédération internationale a interdit aux femmes hyperandrogènes, c'est-à-dire présentant un niveau de testostérone supérieur à la moyenne, de courir les épreuves de 400 à 1500 mètres. L'IAAF soutient que ce taux hyper élevé par rapport à la moyenne suppose qu'il y a inégalité par rapport aux autres athlètes. Première conséquence de cette nouvelle mesure, la championne sud-africaine Caster Semenya a ainsi été écartée des mondiaux d'athlétisme et a donc perdu sa couronne mondiale sur 800 mètres. Reste 2 solutions pour le directeur du département Sciences et Santé de la Fédération internationale, Stéphane Bermond, un traitement médical ou courir avec les hommes. Des humains sur Mars pour 2025. C'est le rêve d'Elon Musk qui a présenté samedi dans le Texas sa fusée ultra moderne baptisée Starship. Selon le milliardaire, cette fusée devrait être réutilisable et pourrait transporter jusqu'à 100 passagers. Elle serait aussi capable d'effectuer des allers-retours Mars-Terre ou Mars-Lune et serait équipée du booster Super Heavy qui en ferait la fusée la plus puissante de l'histoire. Pour l'instant, la fusée de 118 mètres de haut va être testée pour effectuer un voyage d'une 20aine de kilomètres d'ici 2 mois.
L'association pour l'histoire organise son colloque le dimanche 6 octobre 2019 à l'ACIEM, 6 rue Albert de Lapparent, Paris 7e. De 14h à 18h, de prestigieux invités hispaniques et français interviendront sur le thème de l'Espagne musulmane. Anne Sicard et Philippe Conrad annoncent l'événement dans Passé Présent. Philippe, vous organisez un colloque le 6 octobre prochain consacré à l'histoire de l'Andalous. Pourquoi aborder ce sujet maintenant ? C'est un colloque qui nous a paru nécessaire de mettre en œuvre, étant donné les idées pour le moins contestables qui circulent quant à la réalité de ce que fut l'Espagne musulmane au cours du Moyen-Âge. On a constaté ces derniers temps qu'il était, on voyait répéter régulièrement, Al-Andalus avait été un modèle de société, un modèle de civilisation, un paradis multiculturel, pour reprendre l'expression consacrée, et il se trouve que la réalité était tout de même assez différente. Et voilà un lourd programme pour le dimanche à venir. Dans un instant, un autre programme, notre Zoom du jour. Jacques de Guillebon, directeur de la rédaction du magazine L'Incorrect, est l'un des principaux organisateurs de la Convention de la droite. Il revient sur les différentes interventions de la manifestation et revendique un statut de lanceur d'alerte pour Éric Zemmour. Alors en fait, c'est culturel l'incorrect, mais on l'a aussi toujours présenté comme veuillant faire l'union des droites ou parler de toutes les droites et à toutes les droites. Donc dans ce sens-là, on ne prend pas, je pense, notre lecteur ou notre abonné à contre-pied non plus, même si évidemment on veut toujours faire ce combat aussi de manière culturelle. Je pense qu'il est possible de mener les deux de front. Après, on n'a pas vocation évidemment à être le journal d'un parti politique dans ce sens-là. Et là, c'est une convention qu'on a co-organisée, à l'initiative d'ailleurs de Racine d'Avenir, qui est dirigée par Éric Tegner, qui vient des Républicains, qui est en fait une association de jeunes gens qui veulent faire des ponts entre les droites, et du Cercle d'As, dirigé par François Devoyer, qui veut faire la même chose tout en venant, lui, à l'origine du RN. Et puis ce soir, découvrez également un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Land nous parle de Léo Major, surnommé le Rambo québécois, qui s'est distingué par ses actes de bravoure lors de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire extraordinaire, celle d'un homme hors du commun. Alors, c'est pas un Français, pour une fois, c'est un Québécois, donc bon, c'est validé, et puis franchement, ça vaut le détour. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Léo Major. Alors déjà, le mec a un nom de super-héros. Mais Léo Major a déjà un surnom, le Rambo québécois, et vous pouvez me croire, ce surnom, c'est plus un honneur pour Rambo que pour lui. Parce que c'est le genre de mec, vous voyez, quand on regarde un film hollywoodien et qu'on voit un mec qui fait des trucs incroyables, on se dit, mais non, mais ça se voit que c'est du cinéma, c'est Hollywood. Et quand on regarde l'histoire de Léo Major, on relativise. Il a capturé des dizaines de soldats allemands à lui tout seul, et à lui tout seul, il a capturé une ville. Oui, vous avez bien entendu, une ville entière conquise par un seul homme. Guerrier d'une bravoure exemplaire, Léo Major a participé à la Seconde Guerre mondiale, puis à la guerre de Corée, et il s'est illustré dans les deux. Il a été blessé à de nombreuses reprises, gravement même, mais il a toujours insisté pour revenir au front, et une fois au front, c'était pas pour enfiler des perles. Bref, accrochez-vous bien, c'est un conseil, car voici l'épopée d'un héros québécois, comme on n'en verra certainement pas deux. Et toujours dans l'histoire, retrouvée également passé présent, Philippe Conrad et Anne Sicard évoquent l'Espagne musulmane et la Troisième Internationale fondée par Lénine. Tout de suite, retrouvez La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes Libertés Politiques avec François Billot-de-Lochner. C'est à présent la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. D'habitude, lorsque quelqu'un se fait livrer un colis au bar pour éviter aux chauffeurs d'aller dans les ruelles là, derrière l'église,
C'est un truc assez discret, mais là c'était une plaque solaire qu'on livrait à un monsieur assez populaire ici qui s'appelle Jean-Claude. Donc immédiatement, discussion au comptoir entre ceux qui trouvaient que les panneaux solaires c'était utile et économique et les autres qui trouvaient que ça valait pas le coup. Et là, je me suis permis d'ajouter mon grain de sel à la discussion générale puisque je venais de recevoir d'EDF un papier assez bizarre mais surtout très accablant qui montrait sous forme de camembert statistique la structure de ma consommation de l'année dernière. Et là où c'était vraiment très significatif, c'est que j'ai été très peu présent dans cette maison pendant les années où j'étais basé à Paris, donc ma consommation représentait 50 € seulement par an, mais le reste des 232 € provenait de l'abonnement, des taxes, de la TVA, ce qui fait d'EDF un véritable percepteur. Je veux dire que même si vous ne consommez rien ou presque, ce qu'on vous ponctionne est effrayant. On a vraiment l'impression que la fourniture d'électricité désormais n'est qu'un prétexte à vous soutirer de l'argent. C'est un peu comme quand le gouvernement nous dit qu'il va percevoir une redevance télé, même dans les foyers qui n'ont pas de télé. Donc, dans la discussion, j'ai exposé mon point de vue en disant que les économies réalisées sur la consommation d'électricité, en achetant plusieurs plaques solaires, nous parlons là de plaques autonomes avec 2 batteries en série en 12 volts et pas de revente à l'EDF. Donc ces économies, et je dis, étaient dérisoires quand on voyait que l'essentiel de la note était constitué par les frais de fonctionnement de l'EDF et notamment le maintien de leur fameux régime social extravagant. En attendant, notre acheteur de plaques solaires, là, Jean-Claude, a pris sa voix douce pour me dire « Tu as raison, évidemment, mais mon but n'est pas du tout de faire des économies sur ma facture. » Ah bon, demandez les autres, alors à quoi ça sert d'acheter ça? Mais ça sert, nous a-t-il dit, à être indépendant quand l'électricité sera coupée. Pour 5 fois par an, nous avons répondu, ça vaut quand même pas le coup. Eh bien moi, a-t-il insisté, je trouve que ça vaut le coup parce que j'ai fait mes comptes, le réseau est de moins en moins entretenu, les coupures sont 3 fois plus nombreuses qu'il y a quelques années, et puis on ne peut pas tout à fait exclure le pépin sérieux du genre attentat sur les centraux, sur les réseaux, sur les transformateurs. Tout ça est devenu extrêmement fragile puisqu'on est à l'abri de rien de nos jours, qu'ils ont fait entrer n'importe qui. Animé dont on ne sait pas quelles intentions, tout le réseau devient fragile, on va le payer un jour ou l'autre. Alors évidemment, là, tout le monde a crié au complotisme, mais un type assez influent, une sorte de sage, un agriculteur un peu bio, s'est détaché des autres et il a dit à ce Jean-Claude, disons, un jour je viendrai voir ton installation, ça, si ça te dérange pas, ça m'intéresse pour ma fille. Et là, tout le monde a compris qu'on avait changé d'époque parce que ce type qui venait de parler, comme on dit dans le pays, n'était pas un farandoleur. Je suppose que si vous êtes nombreux ici, c'est pour l'avoir compris. Aussi, abonnez-vous, merci, nous serons encore plus nombreux. Cela fait déjà plusieurs mois que le prix de l'once d'or s'élève vers de nouveaux sommets et tourne autour des 1500 € sur fond de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Si vous avez un lingot ou quelques louis qui dorment au fond d'un tiroir, bravo, vous ne pouvez que vous en féliciter. Cela dit, cette hausse importante du métal précieux annonce une bonne grosse crise qui nous guette d'ailleurs depuis quelques mois déjà. Quand l'or monte, c'est que ça va mal. Inquiétude pour l'avenir, peur du risque, frilosité pour les investissements, toutes choses qui n'encouragent pas le développement économique. Et quand l'or monte si vite, cela est le signe d'une grande inquiétude sur la valeur des monnaies, qui peuvent perdre du pouvoir d'achat ou s'écrouler d'un seul coup. Eh bien, certains pays ont voulu assurer leurs arrières et font des achats réguliers pour arrondir leur stock. Selon le World Gold Council, les banques centrales, Chine et Russie en tête, ont acheté presque 400 tonnes d'or sur les 6 premiers mois de l'année. 400 tonnes d'or, du jamais vu au cours des 20 dernières années. Les taux d'intérêt, eux, n'ont jamais été aussi bas. Ils ne sont plus au plancher, ils sont sous le plancher. Ils peuvent être négatifs, ce qui est une grande et délirante première dans l'histoire du monde depuis que celui-ci existe.
Cela dans l'espoir sans cesse déçu de relancer une croissance moribonde. Tout cela engendre une crainte bien légitime, se traduisant donc par des achats massifs d'or. Lui, au moins, n'aura jamais de rendement négatif. Ce qui est désormais certain, c'est que l'ère de grands troubles économiques a bel et bien sonné et que le monde va payer durement son incroyable laxisme économique et monétaire. Même Alain Minck, le grand Alain Minck, est obligé de se défaire de son inépuisable optimisme et prône une sécurisation des investissements dans l'art, dans l'or et dans la pierre. Bref, l'or est plus que jamais une valeur refuge qui protège des crises économiques et monétaires, d'où sa hausse si forte actuellement qui est très loin d'être achevée. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.